Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en qualité de directrice générale de l'ANIL, mais également animatrice donc de ce webinaire sur le sujet de la copropriété. En particulier, donc si nous reprenons effectivement le sujet en détail, embarquer les copropriétés pour accompagner la rénovation du parc collectif, comment mieux mobiliser les dispositifs existants et quels besoins d'adaptation ou d'innovation. Vaste programme. Je vous rappelle que ce webinaire s'inscrit dans la continuité de nos travaux d'études puisque l'ANIL a publié donc au mois de septembre une étude sur justement l'accession et la rénovation en copropriété et qu'une synthèse est également disponible depuis le mois d'octobre sur le site de l'ANIL. Surtout, n'hésitez pas à la consulter. Alors aujourd'hui, donc nous allons parler de rénovation de la copropriété. Et avant d'introduire le sujet, je vais saluer nos différents intervenants et intervenantes qui vont nous accompagner lors de ce webinaire. Tout d'abord, et par ordre alphabétique, je salue Danielle Dubrac, avec nous, présidente donc, de l'UNIS, qui interviendra tout à l'heure sur le sujet des syndics. Nous avons Thierry Moalic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thierry. Nous avons également Jean-Baptiste Moisan, qui est responsable du service Habitat dit durable de l'ANA. Nous avons également Alain Papadopoulos, qui est délégué général de CalISR. Bonjour Alain. Nous avons Alexandre Probst, directeur de la DIL du Haut-Rhin. Et nous avons enfin Brice Velti, qui est secrétaire général de l'AFGAS. Donc, avant de leur donner la parole, simplement rappeler un petit peu le contexte de la rénovation des copropriétés. Si on revient un petit peu en arrière, se rappeler que voilà, la politique de traitement de la copropriété s'est construite il y a déjà quelques années, et principalement à partir du traitement des grandes copropriétés urbaines, donc ces grands ensembles qui nécessitaient justement des grosses rénovations parce que construites il y a plus de 30 ans. Et c'est vrai que ces immeubles qui concentrent une majorité des logements ne représentent finalement qu'une minorité d'immeubles. Parce que si on le rappelle, 68%, 66% des copropriétés ont moins de 11 lots, même si elles ne représentent que 18% du parc de logements en copropriété. Donc on a déjà ce constat, sachant que sur le sujet de la rénovation, on a des acteurs bien mobilisés sur le sujet, qui se sont emparés de l'accompagnement à ces rénovations de ces grands ensembles, qui assurent l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui ont bien pris leur place dans l'accompagnement de ces grandes copropriétés. Et notamment ces copropriétés construites dans les années 60, donc ces très gros ensembles avec donc des aides qui étaient mises en place, qui étaient adaptées et avec effectivement totalement en cohérence avec la taille de ces grands immeubles. En parallèle, beaucoup de petites copropriétés, on en parlera, sujet pas vraiment pris en charge, enfin pas vraiment, je dirais, interrogé sur le sujet de la rénovation, des aides à la rénovation énergétique pure, mais plutôt abordé sous l'angle des copropriétés dégradées dans des périmètres d'OPA. Et c'est vrai que des premiers travaux ont été lancés par le PUCA. La reconnaissance de la problématique, elle a été signalée notamment dans un rapport du Sénat. Et on voit que le sujet des petites copropriétés, il monte et il est bien pris en charge aujourd'hui par l'ANA sur des enjeux de détection, sur des enjeux de mise en place d'aides spécifiques. Et je citerai l'expérimentation de MaPrimeRénov', petite copropriété actuellement, je dirais, à l'œuvre, sachant que d'autres programmes comme Petite Ville de demain prennent effectivement aussi ce sujet très au sérieux puisqu'elles sont très présentes. Et c'est vrai que dans les travaux d'études que l'on a publiés, nous on identifie effectivement un enjeu de structuration de ces petites copropriétés avec la mise en place de la gouvernance qui n'est pas toujours présente, et puis l'enjeu de pouvoir disposer d'aides compatibles avec le modèle économique spécifique des petites copropriétés, parce que la petite taille provoque des enjeux spécifiques et on a une absence d'économie d'échelle que l'on ne retrouve pas effectivement contrairement à ces gros immeubles. Donc, pour démarrer nos travaux et pour éclairer les enjeux de décision en copropriété, parce que finalement, rénover en copropriété, c'est convaincre.
convaincre de l'utilité des travaux, voter ces travaux, et je vais inviter Alain Papadopoulos à partager son analyse des freins observés ces dernières années. Alors, comment la rénovation énergétique, elle va révéler la complexité de la prise de décision en copropriété. Et là, Alain, je vous laisse la parole. Oui, merci. Je suis certes délégué général de Cali-SR, mais je suis un observateur de longue date de ce qui se passe en copropriété, après avoir été moi-même, je dirais, dans la position du syndic. Euh, En fait, c'est vrai qu'on se plaint que les copropriétés sont à la traîne. On a du mal à massifier en fait la rénovation. En réalité, ça démarre et il y a pas mal de rénovations qui se font. Et en fait, on se rend compte quand on regarde ce que c'est qu'une rénovation énergétique dans une copropriété et surtout dans une copropriété d'une certaine taille, on se dit ça tient un peu du miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de freins très importants en copropriété, des freins structurels et puis des freins spécifiques au contexte particulier de la rénovation énergétique. Les freins structurels, on les connaît maintenant depuis longtemps. Le rapport Braille les avait bien mis en avant. Il y a une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années même maintenant. C'est le fait que c'est une collectivité complexe, collectivité composée de copropriétaires de nature assez différente, qui ont des intérêts, qui n'ont pas un but commun, hein. On ne vient pas dans une copropriété pour participer à une aventure collective. On vient parce qu'on achète des locaux, un logement ou des locaux. Il y a des grosses différences, de grosses disparités d'intérêts. Et également, quand il s'agit d'entreprendre des projets longs et lourds, l'horizon des copropriétaires est en général beaucoup plus court et et ne permet pas ne les incite pas à s'engager. La durée moyenne de présence dans une copropriété, c'est dans les c'est moins de 10 ans. Et les copropriétaires, quand on les interroge, on pense que d'ici 3 4 ans, ils seront plus là. Donc, vous voyez, ils ont même une idée beaucoup plus courte de leur présence. Après, les freins qui sont liés au contexte particulier de la rénovation énergétique, là aussi, on commence à bien les cerner. Bon, d'abord, évidemment, il s'agit de montants relativement importants que les gens ont du mal, que les copropriétaires, même quand ils sont moyennement aisés, ont du mal à sortir. 30 40 000 euros pour un logement, c'est pas quelque chose qu'on sort comme ça du jour au lendemain. De plus, la rénovation énergétique est percutée par du retard d'entretien qu'il faut très souvent rattraper. Et là, je dirais que les plans pluriannuels, les projets de plans pluriannuels de travaux qui sont en train d'être réalisés vont certainement révéler des gros retards d'entretien. Donc le tout dans un contexte économique qui n'est pas facile en ce moment, qui est très incertain. Hein, je vous fais pas un dessin, mais on n'est pas non plus dans une période de grande prospérité économique. On n'est pas dans les 30 glorieuses. Et à cela s'ajoute en plus la complexité technique des travaux. Ce sont pas des travaux simples, ce sont pas des travaux qu'un syndic est capable de mener de bout en bout comme ça. Il faut pas d'ailleurs qu'il se sente forcément capable de les mener de bout en bout parce que ça met en jeu des aspects des pathologies de bâtiment ou des risques de pathologie de bâtiment et des risques de, 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 de conséquences imprévues, etc. Donc il faut s'adjoindre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, il faut s'adjoindre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage également financière parce que il va falloir faire face aux difficultés que vont avoir les copropriétaires à suivre. Et tout cela dans un climat, je dirais, général dans la copropriété de défiance à l'égard des intervenants, potentiellement aussi un peu à l'égard du syndic des fois, et une défiance souvent également interne entre les copropriétaires et entre les copropriétaires de base qui sont pas au courant et ceux qui poussent.
éventuellement à aller dans une rénovation énergétique, hein, ce que on va les qualifier de sachants, hein, parce qu'ils ont étudié le problème. Et alors c'est le conseil syndical, ça peut être des leaders informels qui se manifestent à cette occasion et qu'on soupçonne très souvent d'avoir partie liée avec le syndic, d'être intéressé, d'être voilà. Et donc voilà, c'est Il pour ça faut que je dis gagner que la confiance. Je pense qu'il y il a un faut enjeu, gagner voilà. Il faut gagner la la confiance. confiance. La Oui. confiance en copropriété n'est effectivement pas du tout Mm. une évidence. C'est pas une Ça a option. été, voilà, les travaux du PUCA ont montré depuis longtemps Mm. que première étude sociologique qui fait date maintenant s'appelait crise d'une structure de confiance. Et c'est vrai que la Mm. copropriété n'est pas une structure de confiance évidente. Mhm. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que quand ça a lieu, ça tient du miracle. Voilà. Très bien. Merci Alain. Merci Alain pour cet éclairage. Donc effectivement, on a pu décrire déjà l'environnement de la copropriété, hein, où les freins, comme on disait, sont à la fois structurels et conjoncturels. Et pour poursuivre, on va regarder côté maintenant pour transformer, comment ces défis transforment concrètement le métier de syndic. Donc on a parlé de confiance. Donc le syndic, c'est vraiment l'acteur central, hein, qui va effectivement, en tant que chef d'orchestre, pouvoir accompagner les copropriétaires. Donc Daniel Dubrac, comment la rénovation énergétique réinterroge-t-elle la pratique du métier de syndic? Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation et j'en profite. Notre syndicat professionnel, c'est à peu près 50 000 professionnels, mais ceux qui font de la copropriété, ça correspond à peu près à 2000 cabinets. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la copropriété syndic, c'est un vrai métier, un métier compliqué. Mais je salue et nous arrivons à faire ce métier aussi parce que nous avons les ADIL. Alors j'en profite pour saluer l'ADIL 68 et l'ADIL 13, avec lequel d'ailleurs on travaille sur des observatoires de charges et de loyers, parce que les ADIL nous aident bien à peut-être réinterroger notre métier, mais surtout à expliquer. Je voudrais être un petit peu moins pessimiste qu'Alain, parce que j'ai la chance d'avoir le baromètre Procivis qui vient de sortir il y a moins de 15 jours et qui dit quand même que globalement sur les copropriétaires, alors c'est un baromètre, c'est la sixième vague baromètre Habitat Procivis Toluma. Et donc, on a interrogé des copropriétaires et 61% des copropriétaires occupants sont quand même impliqués dans leur vie de la copropriété et souvent 17% encore plus. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont souvent au conseil syndical et le conseil syndical, c'est important, ce qui fait qu'il y en avait quand même la moitié qui assistent régulièrement aux assemblées générales et puis près d'un sur deux qui considère que s'il ne peut pas, il donne procuration. Donc, c'est quand même un tout petit peu positif. Et puis, sur la gouvernance, c'est perçu globalement comme finalement satisfaisant. Par contre, c'est vrai que pour eux, c'est toujours un peu cher. Voilà, les charges restent chères. Et évidemment, quand on parle de charges, on parle de réglementation, on parle de sauvegarde du bâtiment et des lots en copropriété, on parle de rénovation en copropriété. Donc, il y a quand même un long chemin pour expliquer. Ils savent bien que c'est important. Ils ne se sont pas toujours appropriés la réglementation, mais ils savent bien que c'est important. Donc, ce baromètre, c'est quand même une tendance claire qui dit que la copropriété, elle est souvent vécue comme une contrainte administrative et financière, mais quand même, il y a une dimension collective forte et les copropriétaires qui s'intéressent et qui lisent leurs assemblées générales, même par procuration, ils sont informés, ils sont attachés à la bonne gestion. Alors, une fois que j'ai dit ça, ils sont engagés. Ils se sont rendus compte que c'était obligatoire et en plus, on a un peu opposé le propriétaire occupant avec le propriétaire bailleur par rapport à ce fameux DPE individuel et ce DPE bâtiment que nous appelons de nos voeux en ce qui concerne une primauté éventuelle. Nous, notre métier, il est... Les copropriétaires sont de plus en plus exigeants, ils ont des obligations par rapport à la rénovation. Donc, du coup, le métier, il a quand même été transformé. Mais au-delà de la rénovation énergétique, il a été transformé aussi
parce que on a la nécessité d'avoir des outils numériques. Le numérique, la réactivité, la nécessité de la réactivité font que les syndics ont été obligés d'utiliser de la gestion électronique de documents. L'extranet est devenu obligatoire et tant mieux parce que ça informe quand même mieux 24 heures sur 24 les copropriétaires. Il y a la loi climat et résilience qui est arrivée avec différentes réglementations, le statut du bailleur privé occupant. On est parti malheureusement sur ces explications avec le MAR et MaPrimeRénov' individuel, ça n'avait pas été pensé au départ pour la copropriété. Alors après, c'est arrivé, le MAR copro est arrivé, MaPrime copro est arrivé, mais tout ça, ça nécessite d'être pédagogue, de réexpliquer sans arrêt, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'était quand même très instable au niveau des règles, donc réexpliquer c'est jamais. Et donc, l'enjeu du syndic face à la rénovation énergétique, c'est de devenir un tiers de confiance. Donc, le métier a beaucoup changé. On est devenu, avec des prérequis évidemment de gestionnaire de biens, la loi 65, etc., le décret comptable, on est devenu un coordinateur de projet, mais la nécessité d'être un administrateur de liens au-delà d'un administrateur de biens et les nouvelles compétences. Très belle maxime. Voilà, oui, mais on dit ça depuis très longtemps, hein, nous, dans notre métier. Et donc, du coup, les compétences sur la technicité, comprendre un DPE, la rénovation, la réglementation, les obligations réglementaires, on est devenu aussi médiateur. D'ailleurs, nous, on avait fait un sondage pour la loi de 65 pour les 60 ans, là, il n'y a pas longtemps, en avril, et on avait vu qu'on nous donnait le rôle de médiation. C'est vrai qu'on en fait, mais ce n'est pas le rôle d'un syndic, d'animation sociale. Et du coup, on a besoin des ADIL, très clairement, quand on a un projet de rénovation. On a besoin des ALEC aussi, on les utilise comme il faut parce que ça va être un élément déclencheur du fait que la réglementation change. Il y a quand même une forme de méfiance, je ne parlais pas de défiance. C'est pour ça que nous, mais je dirais que c'est dès 2010, nous avons fait ce qu'on a appelé les universités de la copropriété. Donc, on convoque, les adhérents ont des clients. Ces clients, c'est des propriétaires bailleurs et des copropriétaires, des conseillers syndicaux, évidemment. Ça s'adresse à eux. Et on leur fait des réunions régulières. Et c'est vrai que depuis 3 ans, ça a commencé bien avant avec le Grenelle de l'environnement 1, le Grenelle 2, la loi climat et résilience, les obligations, les PPT, etc. On leur parle de la rénovation énergétique à travers ces universités de la copropriété. Il y a un petit outil pédagogique qui est donné. Il y a une forme de progression pédagogique sur le sujet. C'est fait pour mieux comprendre et mieux s'entendre, pour que les copropriétaires prennent la bonne décision au bon moment. Parallèlement à ça, évidemment, les gestionnaires, les professionnels, ils sont formés à travers un plus. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ce sujet-là et beaucoup de compétences mobilisées, mais aussi des compétences indépendamment du côté juridique ou technique du bâtiment. Et si on fait un focus sur les petites copropriétés, donc c'est vrai qu'on a parlé de taille critique, où finalement, effectivement, le syndic, il fait le même travail, mais du coup, il y a quand même moins d'honoraires. Quelle vision par rapport à ces petites copropriétés sur le rôle du syndic et voilà, cette capacité à proposer un service? C'est un vrai défi, d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de copropriétés. Moins de 50 lots dans les registres d'immatriculation. Je crois qu'on est à 623 000 copros. Il y a 90%, on va dire, de copros qui ont moins de 50 lots. Et alors, moins de 15 lots ou moins de 5 lots, je ne vous en parle même pas. Je vous parle que de celles qui sont évidemment dirigées par des syndics professionnels ou ceux qui sont immatriculés. Donc, c'est vrai, c'est un vrai défi parce que c'est un problème d'économie. Il y a quand même un travail minimum à faire, tenue de comptabilité, tenue d'assemblée générale, il y a aussi tout ce qui est lié à la garantie financière, à la RCP, etc., ce qui fait qu'il y a un montant minimum. Et nous, notre rôle de syndicat professionnel, c'est quand même de dire aux syndics professionnels, intéressez-vous à ces copropriétés. D'ailleurs, une petite copropriété peut peut-être amener des clients qui peut-être vous faire travailler ailleurs. Il peut y avoir des besoins, peut-être, moi récemment, je discutais avec un pauvre copropriétaire qui se désespérait d'avoir un syndic professionnel. Il veut créer une ASL dans une impasse privée. Eh bien, vous voyez, ça, c'est un travail qui peut être intéressant
pour un syndic, mais il y a une absence d'économie d'échelle, il y a un temps de gestion qui est minimal, et c'est vrai que pour un nombre réduit de copropriétaires, face à un budget qui est un petit budget, et ben, du coup, les copropriétaires n'y vont pas au regard du prix, du ticket d'entrée que vont leur demander les syndics professionnels. À moins de 5 000 euros, par exemple, c'est pas facile. Si vous avez une copro de 10 lots et que vous avez un budget de 10 000, ça vous rajoute 5 000 à ces 10 000. Donc ça, c'est le premier problème. Il y a une responsabilité juridique qui est identique. Et donc ça, évidemment, c'est aussi important. Et vous avez cette fameuse rentabilité faible. C'est pour ça qu'on essaye de leur dire, mais ça va vous amener une expertise, ça va vous amener une façon aussi de dialoguer avec d'autres copropriétaires qui seront peut-être un peu plus compliqués. Souvent en copropriété, c'est pas toujours facile de s'entendre. S'il y a 10 copropriétaires, il y en a un qui ne paye pas, on devient en difficulté. Si on est 10, ben, c'est peut-être moins facile de s'entendre, malgré tout, s'il y a un nouveau propriétaire qui arrive. Donc c'est complexe au niveau du relationnel. Il peut y avoir des conflits qui sont exacerbés. Et donc, nous, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Alors moi, à titre personnel, mais je pense que le syndicat, c'est pareil, je ne suis pas pour ces dérogations, ces exceptions qu'on a données sur un budget qu'on pourrait, une comptabilité allégée, un budget qu'on pourrait tenir avec un tableau Excel sans comptabilité en partie double, le fait qu'il n'y ait pas de conseil syndical, sauf les assemblées générales, il faut évidemment voter les comptes, mais on peut décider de façon comme ça, par mail, décider des choses. Moi, je ne suis pas pour ça. Je trouve que ce n'est pas bien. D'ailleurs, quand on nous demande de reprendre des petites copros où il n'y avait pas de syndic, où il y avait un syndic bénévole qui n'en peut plus et qui a une réhabilitation à faire et qui a des aides à l'appui, ben on nous demande de reprendre tout ça. Et c'est un peu compliqué. Donc moi, je n'étais pas spécialement pour ces dérogations à 5 lots, à 15 lots en fonction du texte que l'on regarde. Par contre, j'étais plutôt pour réfléchir sur un contrat à la carte. Alors, contrat à la carte, vous allez me demander ce que c'est que ça. Vous savez qu'il y a tout un socle commun, une nomenclature dans laquelle on ne doit pas déroger, même quand on doit rayer syndic bénévole ou pas. Si on enlève le texte, on se fait allumer par la DGCCRF. Excusez-moi le terme d'allumer, mais des fois, c'est un peu impossible pour ce genre de choses. Et donc, je serais plutôt pour si on pouvait faire évoluer le contrat de syndic, et finalement, les petites copropriétés pourraient choisir telle et telle mission, évidemment sous la responsabilité de la RCP et de la garantie financière du syndic, mais pourraient mettre des choses, plus ou moins des choses, en fonction de leurs besoins dans ce contrat de syndic. Je trouve que c'est important. Bon, simplement, évidemment, ça nécessite une évolution législative. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Merci. Merci Daniel. Et c'est vrai que peut-être sur ce contrat, sur ce contrat à la carte, peut-être effectivement imaginer avec un accompagnement d'un tiers sur ces enjeux d'acculturation pour faire gagner du temps au syndic. Donc c'est vrai que là, je pense tout de suite aux ADIL. Et je vais repasser la parole à Alain Papadopoulos sur alors une autre forme de syndic. Quelles ressources peut offrir le syndic d'intérêt collectif et solidaire? Nous éclairer, faire un focus sur le sujet, parce que voilà, on parle de syndic à la carte, mais est-ce que tout le monde connaît aussi autre chose qu'est le syndic d'intérêt collectif? Oui, j'avais fermé mon micro. Oui, est-ce que c'est une nouvelle race de syndic? Voilà, est-ce que En c'est une fait, nouvelle race de syndic? voilà, bon, il faut tout de suite bien cerner le problème. Le syndic d'intérêt collectif est un syndic qui est censé intervenir dans un contexte de copropriété en difficulté. Probablement dans le cadre d'un dispositif public d'accompagnement, pas un plan de sauvegarde, etc. Donc c'est pas un syndic susceptible d'intervenir dans un contexte banal, je dirais, Traditionnel. traditionnel, de copropriété, certes peut-être pas très bien géré, mais pas en difficulté. Les syndics d'intérêt collectif, je dirais, c'est une officialisation de ce que, au niveau de l'association CalISR, nous avons essayé de faire il y a 7 ou 8 ans, c'est-à-dire d'avoir un moyen de distinguer les syndics qui ont une capacité particulière, une motivation aussi particulière à aller sur des copropriétés un petit peu difficiles, qui sont prêts à s'investir et qui sont prêts à participer à des redressements de copropriétés en difficulté, que ce soit dans le cadre de grandes copropriétés ou plus petites. Alors, quand on lit le texte qui a créé l'agrément de syndic d'intérêt collectif,
En fait, ce texte est un peu abscon parce que on a l'impression que le syndic d'intérêt collectif est censé intervenir en assistant d'un administrateur judiciaire qui est chargé d'une mission d'administration provisoire. Bon, alors ça restreint pas mal. Bon, maintenant, dans les débats parlementaires qui ont créé ce statut, euh, il y a la volonté, en fait, de créer un espèce de vivier de syndics qui seraient plus motivés, plus partants pour gérer des copropriétés en difficulté, c'est-à-dire exactement, ça rejoint exactement l'objectif qu'on avait au niveau de l'association Caliesr. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, les premiers syndics d'intérêt collectif qui vont être agréés, enfin il y en a déjà 2 qui sont agréés, et puis il va y en avoir peut-être une petite dizaine d'ici pas longtemps. Ce sont des syndics certifiés Caliesr. Bon, voilà, c'est pas un hasard. Maintenant, il pourra y avoir des syndics non certifiés qui peuvent demander l'agrément, mais je dirais au niveau de l'association Caliesr, on encourage à venir, à en passer par l'association, par la certification, parce que c'est aussi un apprentissage, c'est une méthodologie et c'est une sécurisation en fait de la mise en capacité du cabinet à aller sur les copropriétés en difficulté. Quel est l'intérêt d'un syndic d'intérêt collectif? Bah, je dirais dans une grande copropriété sous dispositif public, bah, c'est le fait que c'est un syndic qui aura une motivation particulière, une capacité également technique et humaine. Et une aisance à agir parce que une certaine habitude d'agir dans un environnement complexe avec des intervenants multiples, des financements de droite et de gauche, bon, avec une collectivité, avec un opérateur, avec l'ANA, etc. Et éventuellement, y compris un administrateur judiciaire si on est en administration provisoire, puisque les deux peuvent se cumuler. On peut être dans une OPA ou un plan de Mm. sauvegarde avec un administrateur judiciaire. Bon, alors on va s'attendre à une plus grande rigueur de fonctionnement, une sécurité aussi dans la manipulation des sommes importantes qui sont investies dans le redressement des copropriétés, des grandes copropriétés sous dispositif. En petite copropriété, alors là, c'est une terra incognita. Euh, a priori, nous essayons au niveau de l'association d'inciter nos syndics certifiés, à être des partenaires des collectivités et nous essayons aussi de contacter les collectivités pour les inciter également à être de l'autre côté également partenaires de syndics d'intérêt collectif pour avoir une approche je dirais, plus mutualisée des petites copropriétés. Hein. Les petites copropriétés, il y en a qui ont des syndics bénévoles qui sont un peu dépassés, qui n'ont pas les moyens d'aborder des sujets compliqués. Il y en a qui n'ont pas du tout de syndic. Il y en a qui ont des syndics professionnels, mais qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est que les syndics d'intérêt collectif deviennent des partenaires des collectivités pour avoir une approche de quartier. Nous essayons de pousser l'idée de créer des unions de syndicats. C'est-à-dire faire intervenir un syndic professionnel certifié d'intérêt collectif au niveau d'une union de syndicats pour plusieurs copropriétés d'un même îlot pour traiter D'accord. des problèmes qui sont identiques et qui peuvent avoir intérêt à être mutualisés, à avoir une approche mutualisée. Donc là, il y a toute une expérimentation que nous essayons de susciter. Nous essayons de nous faire aider des opérateurs et de l'ANA pour convaincre les collectivités dans ce domaine-là. Mais la solution pour les petites copropriétés dégradées qui en plus ont une problématique de rénovation énergétique, hein, la plupart du temps, c'est de les approcher de manière groupée et Mm. mutualisée. Voilà.
Oui, donc merci. Oui, oui, effectivement, l'enjeu, on essaie de, voilà, de trouver une économie d'échelle, pas au sein de la copro, mais au sein d'un secteur. Donc merci, merci Alain. Donc là, on a parlé d'acteurs, on a parlé de syndics. On va maintenant se tourner plutôt sur le sujet financier, puisqu'on a identifié que voilà, le financement des travaux, c'est vraiment un frein à la rénovation. Et c'est vrai que le reste à charge, c'est vraiment un sujet. Et Daniel, je crois qu'il y a une intervention importante sur le sujet que voilà, vous vouliez nous partager. Alors, le reste à charge, c'est toujours important. D'abord, on a préparé les copropriétaires à voter les travaux. Donc, on s'est fait accompagner par un AMO, en général, au minimum un architecte. On leur a dit de poser leurs questions aux ADIL locales, parce que les ADIL sont une garantie neutre et expliquent qu'il y a intérêt à agir. Et puis après, en Assemblée générale, il a bien fallu faire une simulation. Dans la simulation, vous avez la quote-part en fonction des clés de répartition. Puis après, vous avez, dans la quote-part, il y a les aides, en espérant qu'elle ne change pas tout le Mhm. temps. Quand on a une décision d'aide, on a la décision, et donc il y a le reste à charge. Le reste à charge, si vous ne présentez pas en Assemblée générale des simulations de financement du reste à charge, vous êtes sûr que les travaux ne vont pas être votés. Sur les simulations de reste à charge, vous avez un certain nombre de possibilités qui sont le prêt individuel, le prêt collectif à adhésion individuelle, celui qui est pratiqué par pas mal de banques, le nouveau prêt global, l'emprunt global, qu'on appelle le prêt collectif à adhésion simplifiée, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde, si on vote, tout le monde doit faire ce prêt et ceux qui ne veulent pas, ils se rétractent officiellement. Donc tout ça, c'est important parce qu'autrement, la décision, elle n'est pas prise. Mais l'élément déclenchant, c'est vraiment de se dire, il faut faire ces travaux. Ça veut dire que le PPT, il faut vraiment le voter pour se rendre compte de ce qui se passe. Et l'élément déclenchant, c'est vraiment aussi les aides. C'est pour ça qu'on dit ma prime rénov, même si c'est réservé, plus modeste, etc., c'est quand même un élément déclenchant. Et puis, le financement, le reste à charge, il y a des fois pas de solution. C'est pour ça que, comme il y a certaines banques qui font des crédits à la consommation individuelle, qui font ces prêts collectifs à adhésion individuelle, qui font certaines le prêt collectif global adhésion simplifiée, encore qu'il y a des petits soucis sur le cautionnement, peu importe. Donc là, Valérie Létard, en son temps, s'est dit il est urgent de voir si on ne peut pas créer une banque de la rénovation. Donc, je vous invite à télécharger le rapport de cette mission qui a été rendue, dont le rapport a été rendu au mois de juin. Dans ce rapport, il est dit que c'est plutôt un outil mutualisé dans lequel il y aurait C'est ça. un peu comme l'ANRU, il y a des moyens, on finance, il y a des experts autour de la table qui connaissent leur sujet, parce que ces histoires de prêts, de financement, c'est pas stable, ça demande quand même des experts sur le sujet. Et donc, une espèce d'outil mutualisé dans lequel il y aurait tous ces experts sur le sujet du financement, SVP, le préfinancement des aides, parce que ça, quand vous dites aux copropriétaires, Bien vous n'aurez sûr. plus Mm. à charge, parce que le préfinancement, l'outil mutualisé va s'en occuper, c'est important. Il y a aussi évidemment maintien des règles, maintien quand même d'une MaPrimeRénov' copro, c'est quand même important, même si c'est un peu plus petit. Et il y a aussi un quatrième point qui a été vu, c'est la garantie de la performance des travaux réalisés. Ça, c'est très important. C'est pour ça que l'AMO ou une assurance, c'est important. C'est-à-dire que le copropriétaire, quand il a compris que c'était important de le faire pour la valeur verte de son bien, pour les économies d'énergie, pour le confort de lui-même, de son occupant ou de lui-même, parce que nous, on encourage aussi les propriétaires occupants à faire leur DPE, même s'ils n'en ont pas besoin instantanément. Bon. Mais une fois que vous avez convaincu tout ça, est-ce que je vais bien mettre mon argent dans des bons travaux? Et donc, cette garantie assurantielle de bons travaux réalisés, de garantie de performance, Mm. c'est important. On fait aussi la promotion du CPE. Mais dans cette banque de la rénovation, il y a ces points-là. Préfinancement des aides, outils mutualisés pour les expertises, une garantie de bons travaux réalisés, mais je parle de la garantie de la performance cette fois-ci, et puis évidemment le maintien des aides. Voilà à peu près ce qui est dit là-dedans dans ce rapport. Oui, et c'est vrai qu'on revient sur le sujet de la confiance. C'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on a une garantie d'une opération financée, c'est vrai que ça donne confiance aux copropriétaires. Et on va s'orienter effectivement, on continue à parler financement avec Brice Velti. Là, vous allez nous évoquer le sujet de l'éco-prêt à taux zéro. Alors, on veut tout savoir. Tout savoir. Bonjour à tous. Donc, VGA, c'est un organisme qui gère pour le compte de l'État et des banques différents dispositifs de prêts aidés.
dont le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, et c'est le sujet du jour, l'éco-prêt à taux zéro pour les copropriétés. Donc, il y a effectivement c'est un dispositif qui est distribué par les banques et qui reçoivent une compensation d'intérêt de la part de l'État. Tout ça n'a pas un coût neutre pour les finances publiques. Il y a une aide indirecte qui est la prise en charge par l'État auprès des banques des intérêts qui ne sont pas payés, soit par le copropriétaire occupant ou éventuellement par le propriétaire individuel par ailleurs. Donc, ce sont des prêts. Alors, l'éco-prêt copropriété est distribué. Alors, je ne peux pas donner d'éléments de concurrence, mais il y a quelques acteurs qui sont déjà positionnés historiquement sur ce marché. Et tous les acteurs bancaires, dans leur quasi-totalité, aujourd'hui, ont mené des projets ou mènent des projets pour mettre en marché ce dispositif. Donc aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qu'on voit au niveau de VGARS, puisque très concrètement, on réalise de nombreuses formations auprès des experts bancaires, leur expliquer le mode de fonctionnement de ce dispositif. Experts bancaires qui, par ailleurs, ont déjà une pratique de la copro, soit en tant que banque de flux, soit en tant que banque de crédit pour les banques qui faisaient déjà du crédit à la copro. Donc il y a une vraie appétence, mais derrière, entre l'appétence, l'envie et la concrétisation pour une banque, c'est minimum 1 an. Entre le moment où vous formez un banquier à l'éco-prêt copro et le moment où il sortira le premier, c'est 1 an, c'est un effort extrêmement long, un investissement significatif, que ce soit en termes commercial, en termes de démarchage, d'identifier les bons syndics, parce que certains syndics seront tout à fait favorables et habitués dans le processus, d'autres le seront moins, d'identifier des bons partenaires d'AMOA, parce que certaines AMOA maîtrisent ces sujets, d'autres moins, et quand on s'embarque sur un projet avec une AMOA qui n'est pas à l'aise sur ce sujet-là du financement, et de l'autre, un syndic qui est rétif, ça va être difficile d'y arriver, si je puis dire. Donc, il y a tout un travail d'investissement pour la banque pour réussir à mettre en marché effectivement ce prêt. Mais ma perception, je ne vais pas m'engager à leur place, c'est que le nombre d'acteurs dans les mois qui viennent va être de plus en plus élevé sur ce marché. Alors, comment il fonctionne concrètement? C'est un prêt qui peut avoir une durée jusqu'à 20 ans. Et donc, vu le niveau actuel des taux d'intérêt, les intérêts compensés par l'État, ça représente grosso modo la moitié du montant du prêt. Quand vous ne payez pas d'intérêt pendant 20 ans, vous économisez la moitié du montant du prêt, donc ce n'est pas négligeable. Ce montant du prêt est déterminé, il y a des règles de gestion. Là, on ne va pas les faire maintenant parce que c'est un petit peu de travail, mais il y a qui dépend du type de travaux qui sont réalisés. Une rénovation peu ambitieuse à très ambitieuse, qui dépend du nombre de logements et qui dépend évidemment du montant des travaux réalisés, du montant des frais divers et variés associés à ces travaux, les frais de maîtrise d'ouvrage, d'études divers et variés. Et également, et c'est important, une poche, on l'appelle comme ça, la poche de 30%, pour éviter que quand on a un projet qui associe de la rénovation énergétique et des travaux d'embellissement ou de mise en sécurité, par exemple, de faire 2 prêts, eh bien, dans l'éco-prêt, on a prévu une poche de 30% qui permet de financer des choses qui ne sont pas liées aux travaux de rénovation énergétique, mais qui sont dans la même dynamique de rénovation de la copropriété. Et c'est important parce qu'à une époque, il n'y avait pas cette poche. Et donc, il y avait 2 prêts. Alors déjà, c'est compliqué de faire un prêt à une copro, mais quand on en fait 2, c'était 2 fois plus compliqué, très simplement. Donc, il y a dans le montant financé une assiette assez large qui permettent d'embarquer l'ensemble du projet de la copropriété. Alors évidemment, si le projet de la copropriété, c'est de changer une fenêtre et de changer l'ascenseur, ça ne va pas marcher. Mais si le projet de la copro, c'est d'isoler la toiture, les murs et au passage d'installer un garde-corps de sécurité sur la toiture terrasse, ça marchera. Voilà le fonctionnement. Ensuite, il y a donc le process pour la copro. Alors ça, c'est long pour les banques de l'expliquer. C'est que d'abord, il y a une décision de principe d'aller sur un éco-prêt collectif. Ensuite, une fois qu'on est d'accord d'y aller, il faut que les gens se dévoilent individuellement. Donc, il faut aller vérifier, récupérer leur accord un à un, ce qui est très lourd. Il faut la signature de chacun. Et ensuite, la banque fait des diligences pour vérifier les accords de telle ou telle personne. Parce que dans certains cas, la banque, elle a tout un tas de réglementations de blanchiment, de terrorisme, et surtout de ne pas accompagner des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc la banque, elle est obligée de filtrer, entre guillemets, les participants, puisqu'elle n'a pas le droit de prêter à un individu qui, pour plein de raisons, ne peut pas emprunter.
Donc c'est un processus qui est assez long. Ça nécessite aussi une implication du syndic et de la MOA pour faire la relation et pour expliquer à tous les acteurs sur une longue durée, puisque entre la première discussion en AG du principe d'un éco-prêt et sa mise en œuvre effective, il y aura 1 ou 2 ans. Donc si pendant ces 2 ans, les discours changent, les intervenants changent, etc., ça complexifie d'autant plus les process de décision. Il y a un point qui est important, c'est que cet éco-prêt, comme tous les prêts collectifs, est sécurisé par une caution, et ça, il faut bien le rappeler. C'est-à-dire que si un emprunteur ne paye pas, ce n'est pas les autres qui vont payer à sa place, mais c'est la caution. Et ça, tout ça, il faut l'expliquer, je le dis en 15 secondes ici, mais il faut l'expliquer en AG. Tout ça, c'est du temps, c'est beaucoup de temps de cerveau disponible, comme dirait le célèbre PDG de TF1. Donc, il y a du temps d'explication différents acteurs pour les embarquer dans ce sujet. Un petit point important, c'est que l'éco-prêt individuel peut financer les travaux en copropriété. Aujourd'hui, l'éco-prêt individuel finance grosso modo 90% de maisons individuelles et 10% d'appartements collectifs. Donc de travaux menés On a une petite marge de progrès. Voilà, oui, mais c'est pas mal déjà. Et grosso modo, il y a autant de financement de logements collectifs par un éco-prêt copro que par un éco-prêt individuel. D'accord? Donc c'est un outil qui est utilisé en particulier dans les petites copros. Il y a eu un débat très intéressant que vous avez évoqué sur la copro intermédiaire, la grosse copro. Voilà, il y a tous les outils, les aides, les compétences. Et la petite copro, c'est pas très bien couvert. Et c'est vrai. C'est vrai que les dispositifs d'aide, comme on gère aujourd'hui les coprêts individuels de l'autre et les coprêts copro de l'autre, à l'autre extrémité, adressent mal la petite copro, adresse très mal ce qu'on appelle l'immeuble de rapport, le petit immeuble où il y a 5 logements qui appartiennent à un même investisseur, etc. Tous ces dispositifs-là, théoriquement, ils le permettent. Toujours, c'est théoriquement possible, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, dernier point, et c'est important, c'est qu'on a dit qu'il y a une temporalité et tous les acteurs du dispositif, que ce soit l'État, l'AFGAS et les banques, sont conscientes de l'importance d'avoir un dispositif stable. Et donc, moi, à chaque réunion de place, vous m'entendrez dire stop, on ne change. Ça fait parfois un peu le rôle du conservateur qui ne veut rien changer, mais il y a une réalité. Moins on change là-dessus, plus on facilite les choses. Quand on change, ça crée une turbulence et ça complexifie les process de décision. Voilà, j'ai vu quelques questions, mais je vous laisserai faire le nécessaire. On traitera effectivement à la fin, on prendra quelques questions. Donc c'est vrai, merci beaucoup. Donc c'est vrai que les mouvements en termes on va dire de structuration du corpus d'aide créent de l'attentisme. Donc c'est vrai que la stabilité elle est importante. Donc là on a parlé sur différents sujets de financement. Mais là, on va orienter le débat maintenant sur le sujet de l'accompagnement. Et l'accompagnement notamment par un acteur qui est ni syndic ni opérateur ANA, où là on identifie que c'est un véritable levier. Et on va s'intéresser du coup à l'accompagnement de proximité avec une perspective territoriale. Et là, je passe la parole à Alexandre Probst, directeur de la DIL du Haut-Rhin, qui va nous partager son expérience territoriale. Comment la DIL travaille sur le sujet de la copropriété. Merci beaucoup Roselyne. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous rassure, je tiendrai les 10 minutes, mais je vais quand même faire un petit historique justement pour vous montrer comment nous sommes aussi arrivés sur ce sujet de l'accompagnement des copropriétés, notamment dans le cadre de leur rénovation énergétique. Et on remonte un petit peu dans le temps, il y a une vingtaine d'années, on est un territoire effectivement dans le Haut-Rhin, notamment sur le bassin mulhousien, où la grenade des copropriétés fragiles et en difficulté s'est dégoupillée un peu plus vite et un peu plus fort que dans certains autres territoires. Donc effectivement, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, il y avait des premières réflexions sur ce sujet-là, il y avait des premiers dispositifs aussi, et les acteurs aussi, si le phénomène était précoce, la réflexion des différents acteurs de l'habitat et de la copropriété l'était aussi. Donc c'est vrai qu'on a commencé, nous, à intervenir il y a plus d'une quinzaine d'années, à venir justement en appui des premiers dispositifs opérationnels, d'apporter effectivement aussi finalement la mission socle des ADIL d'abord, celle de son expertise juridique, commencer à faire aussi des premières formations, là aussi, pour faire comprendre aux copropriétaires le fonctionnement des instances, la compréhension d'un décompte de charges. Voilà, on y reviendra également. Donc voilà, on a mis un peu le pied comme ça. On est après un petit peu plus tard, 2012-2013, le rapport Braille, la création des POPAC, justement de dire attention, le curatif coûte très cher. Il faut maintenant aller vers le préventif. C'était l'objet des POPAC.
On a animé un des premiers POPAC par une ADIL, effectivement, qui était quelque chose de rare au début des années 2013-2014. Et on s'est rendu compte, là aussi, si l'objet principal de ces dispositifs était évidemment le redressement des situations des copropriétés, dans une grande majorité des copropriétés qu'on suivait, il y avait forcément une dimension de travaux, et une dimension de travaux notamment de rénovation énergétique. Autre point important qui nous a amené à cet accompagnement, c'est la mise en place d'Habiter mieux copropriété, qui était au départ plutôt destiné aux copropriétés fragiles. Et effectivement, là, avec l'ensemble des acteurs locaux, on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin. On était avec l'ANA, on était avec le département, on était avec l'agglomération de Mulhouse. Et on s'est un peu rendu compte voilà, qu'il y avait peut-être un maillon de la chaîne qui manquait un petit peu en amont, justement, celui de l'information plus, pas uniquement le flyer ou quelques grandes lignes sur des dispositifs d'aide, mais finalement un début d'accompagnement un petit peu, ce maillon justement dans la chaîne de la rénovation des copropriétés. Donc celui d'avoir un premier niveau d'information complète, précise, de sensibilisation des copropriétaires aux enjeux de la rénovation, qu'on soit propriétaire occupant ou bailleur, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Il ne faut pas oublier que derrière un projet de rénovation, il y a des trajectoires résidentielles, il y a des stratégies patrimoniales. On n'est pas toujours, ça a été dit, disposé à injecter des dizaines de milliers d'euros dans un projet de rénovation. Donc, il y a tout un petit peu cet écosystème à prendre en compte. Donc, effectivement, on s'est dit, voilà, il manque un petit peu ce point de départ, sensibiliser, commencer à accompagner et le faire surtout en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, j'y reviendrai juste après. Donc, c'est vrai qu'avec le soutien fort des collectivités, je l'ai dit, le département, collectivité européenne d'Alsace et Mulhouse d'Alsace agglomération, on a déployé cet accompagnement de terrain et de proximité. C'est-à-dire là, l'idée, c'est d'accompagner les copropriétés justement des premières réflexions et d'aller au moins à minima jusqu'au vote de l'AMO. Après, effectivement, l'ensemble des acteurs prennent le relais. L'AMO va être là, mais d'accompagner jusqu'au vote de l'AMO, voire jusqu'au vote des travaux. Et en allant dans les copropriétés, en lien avec le syndic, effectivement, toujours en main dans la main, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des acteurs de la copropriété. Et c'est de venir aussi, effectivement, dans les copropriétés, dans les assemblées générales, pour être vraiment là sur le terrain, là où tout se dit, là où tout se décide dans les assemblées générales, dans les comités de travaux. Alors cet accompagnement, il existe depuis 2017-18, c'est plus de 250 copropriétés accompagnées, plusieurs milliers de logements. Il fonctionne bien. Pourquoi? Effectivement, ça a été dit. On a ce rôle sur lequel l'ensemble des acteurs peuvent s'appuyer. C'est celui du tiers de confiance aussi dans les ADIL. Effectivement, il y a un petit peu cette neutralité, ce tiers de confiance, une action neutre et désintéressée. Donc ça, effectivement, ça peut aussi avoir un effet levier auprès de copropriétaires qui nous connaissent parfois pour d'autres sujets pour lesquels ils viennent nous voir. Donc, c'est l'idée d'avoir effectivement ce tiers de confiance, l'expertise. On a évidemment dans les ADIL un spectre très large sur les questions de logement, pas uniquement de travaux aux copropriétés, mais c'est vrai qu'on pourra aussi bien parler à un propriétaire occupant, un propriétaire bailleur, un investisseur aussi qui s'interrogera sur les travaux, parce qu'on a effectivement aussi cette vision à 360 des problématiques logement des ménages qui peut être aussi qui peut être un atout dans cette approche globale de la copropriété. Donc là, je n'irai pas à dire, mais presque une sorte d'AMO un peu juridique aussi et organisationnel qu'on peut avoir. L'enjeu très fort aussi, c'est prendre en compte tout l'écosystème. On ne fait pas à la place d'eux, on ne vient pas jouer des coudes, on est là, justement, nous, dans un rôle de facilitation des projets, dans un rôle de sécurisation des projets. Ça, c'est ce qu'on a vu parfois dans le territoire, et c'est aussi pour ça que les collectivités nous le demandaient. Il ne faut pas non plus que dans certains cas, un projet de rénovation vienne finalement fragiliser un fonctionnement d'une copropriété. Il y a peut-être des problèmes et des difficultés à régler en parallèle, voire même avant de mener un projet. Donc tout ça pour dire qu'il y a un enjeu de sécurisation. On veut vraiment le faire main dans la main et c'est ce qu'on réussit aussi depuis plus d'une dizaine d'années à faire dans le département. Il y a une relation de confiance qui s'est établie aussi avec les syndics. On travaille évidemment avec des syndics de l'UNIS, avec des syndics de la FNAIM, avec des syndics indépendants, avec des syndics bénévoles également. Et je pense qu'effectivement, là, il faut vraiment que tout cet ensemble fonctionne, on
parlait de chef d'orchestre. Ben, comme un orchestre, on n'est pas le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ça a été dit, c'est le syndic aussi, mais on est là en facilitateur, en appui aussi pour que ces projets de rénovation se déroulent le mieux possible. Et c'est vrai qu'à un moment, ben, cet accompagnement, on n'a même plus besoin d'en faire la promotion. On a des échanges très réguliers. C'est les syndics eux-mêmes qui viennent nous voir en disant, voilà, là j'ai une copropriété, c'est un peu plus compliqué, j'aurais besoin de vous, il y a certains sujets. Et bien effectivement, on déploie l'accompagnement, on vérifie l'éligibilité à toutes les aides publiques et on va échanger avec le syndic et les copropriétaires en assemblée générale. Si ça fonctionne aussi, ça prend du temps, il faut des moyens humains, hein. Là, on a effectivement à la fois des experts chez nous, hein, nos deux chargés de mission copropriété qui sont des experts du sujet, ça il faut le dire, c'est là une des premières pierres. Et puis c'est celui du soutien des collectivités qui aussi ont accepté, en lien avec certains programmes de l'ANA, effectivement de dire, ben voilà, on prend en charge une partie de ce temps à passer dans les copropriétés. Et je crois que les Donc, statistiques, elles sont assez parlantes sur le territoire parce qu'il semblerait effectivement que le passage à l'acte, il est vraiment facilité par cette, on va dire, cette équipe, hein, de cette structuration multi-acteurs qui permet justement d'aller donc vers ces copropriétés et puis de finalement faire basculer la décision vers le projet de travaux. Et c'est vrai que voilà, localement, les statistiques parlent d'elles-mêmes puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de copropriétés qui vont vers l'opération de travaux. écoutez, effectivement, c'est quelque chose. À notre humble niveau et collectivement, hein, on en est ravis d'avoir cette dynamique. Et ça a été dit à un moment, on ne voit pas les résultats tout de suite, hein. Nous, quand on a un premier contact avec une copropriété, ça a été dit, ben, les travaux vont être votés parfois 2, 3 ans plus tard. Et parfois, ça ne va pas marcher, puis ça va revenir un petit peu plus tard, là aussi. Mais là, il y a l'enjeu d'un accompagnement durable et pérenne aussi. Voilà, on n'est pas sur un dispositif qui parfois va s'arrêter. Non, les ADIL, elles sont là depuis 50 ans pour les premières, on peut le redire, hein, ça se voit au-dessus de toi, Roselyne, c'est le 50 ans du réseau et des premières ADIL. Nous, on est un peu plus jeunes dans le Haut-Rhin, c'est 25 ans cette année. Mais voilà, on est des acteurs présents sur la durée, pérennes. Et c'est aussi un plus, hein, cet accompagnement, effectivement, quand on sait que le temps de la copropriété est très long. Moi, je ne vais pas être très long, juste encore un dernier point, et je vais faire écho à des choses qui ont déjà été dites et des questions qu'on se pose aussi. Bah, c'est la question, effectivement, des besoins des petites copropriétés, notamment sans syndic, hein, qui vont aussi devoir mener des projets de rénovation pour respecter le calendrier de la loi climat résilience. Pour beaucoup, ben voilà, elles n'ont pas de syndic pro, elles ne sont pas immatriculées. Certaines savent à peine qu'elles sont des copropriétés, là aussi. Donc, effectivement, il y a des enjeux très forts et qui militent pour finalement un accompagnement très transversal. Il y aura d'abord de la réorganisation, on le sait bien, il y aura un accompagnement à l'immatriculation qui n'est pas toujours simple non plus. Il y aura un enjeu de formation aussi, là je ne vais pas aller trop loin, mon ami Thierry Boalib de la ville 13 en parlera juste après moi, mais il y a un enjeu effectivement de contribuer à l'acculturation et à la formation des copropriétaires, à ce qu'il y ait une copropriété. Puis effectivement, il y a un appui à la résolution des difficultés qui peuvent graviter autour d'un projet de rénovation, des questions d'arrêté de péril, des contraintes architecturales, urbanistiques, où il y aura un petit peu besoin, et ça a été dit par Madame Dubrac, je crois, d'une approche la plus mutualisée avec des compétences diverses. Et effectivement, dans un écosystème, on l'a vu, qui est en mutation, hein, syndic d'intérêt collectif, syndic à la carte. Voilà, on voit bien que le réseau des ADIL commence à se structurer. De nombreux ADIL mènent des actions dans le domaine de la copropriété. Nous, effectivement, on perçoit toujours ce besoin, hein, et la demande est là chez nous et on continue ces accompagnements qui se renforcent aussi dans le cadre des pactes territoriaux de l'ANA. Et effectivement, je pense qu'on est là aussi au service de tout cet écosystème. Je le redis, on est un des maillons de la chaîne, mais effectivement qui peut, à notre niveau, accompagner ces projets de rénovation. Merci. Merci Alexandre. Et du coup, on va poursuivre ce regard territorial et on va changer un petit peu de contexte. On va aller vers Marseille. Je vais passer la parole à Thierry Moalik qui va nous parler à la fois du contexte des Bouches-du-Rhône et puis des actions qui sont mises en place par la DIL. Merci Roselyne, merci à tous. Donc, 700 km au sud, entre Colmar et Marseille. Voilà, on arrive dans une autre situation, un autre contexte. Pour vous dire en quelques mots ce que nous faisons à Marseille et ce que nous allons entreprendre et continuer de faire évoluer, peut-être qu'il faut quand même savoir quelle est la situation des copropriétés sur les territoires, elle est très particulière. On a un parc de copropriétés sur notre métropole qui est très important, hein, c'est 46 000 copropriétés, c'est 600 000 logements, c'est 1 300 000 habitants qui vivent dans cet habitat collectif d'une nature très particulière.
Et surtout, on a un tissu qui révèle 3 grandes particularités. On a, et c'est un peu d'ailleurs au-delà des statistiques nationales et des proportions nationales, puisque près de 80% des copropriétés sur notre territoire, ce sont des petites copropriétés de moins de 11 lots. 80%, hein. C'est assez remarquable. Alors que c'est 66 au niveau national. Voilà, vous voyez, donc c'est encore plus fort chez nous. Et d'autre part, la moitié des copropriétés, je parle de tout le parc, ont été construites avant 1949. Et outre le fait effectivement que c'est un parc ancien, il est malheureusement souvent dégradé. Et forcément, le drame de la rue d'Aubagne à Marseille qui a été une funeste illustration. Hein. En 2018, ça a remué Marseille, mais ça a remué la France entière en réalité. Et il y a une dernière particularité qui retiendra certainement votre attention, et celle de Madame Dubrac probablement, c'est que seulement 30% des copropriétés sur notre territoire sont gérées par un syndic professionnel. Cela signifie bien que les syndics de notre territoire, ils vont se concentrer plus particulièrement sur les moyennes et les grandes copros. Hein. On reviendra sur la question effectivement du modèle économique parce que évidemment on a ça en tête. Et on remarque que le parc de copropriétés ancien, évidemment, comme chez vous, hein, il se fragilise et bien entendu que les copropriétaires se paupérisent. Et donc, sur ces petites copropriétés qui sont très majoritaires chez nous, les travaux ils sont davantage centrés sur la conservation, la structure du bâti, plutôt que sur les travaux de rénovation énergétique. Même si ceux-là, évidemment, sont extrêmement nécessaires, mais bien entendu, quand il s'agit d'intervenir sur ces petites copros, d'abord, on a des choses presque plus essentielles, j'allais dire malheureusement, à faire que la rénovation énergétique. Alors, dans ce contexte, la DIL des Bouches-du-Rhône a bien entendu proposé aux décideurs locaux de jouer un rôle qui n'a cessé de se développer, comme l'a dit d'ailleurs Alexandre, hein, au fil du temps. Moi, je dirais une particularité, peut-être, c'est que notre ADN, dans le domaine de la copropriété, c'est bien de s'inscrire dans ce qu'on appelle la prévention du processus de dégradation des copropriétés. Nous, on ne va pas intervenir dans le redressement des copropriétés dégradées et sur ce volet curatif. On est bien beaucoup plus en amont. Je trouve que c'est là d'ailleurs qu'on a le plus de légitimité. Alors, comment cette offre de service de la DIL des Bouches-du-Rhône s'est développée au fil du temps? D'abord, évidemment, dans cette boîte à outils qu'on a mis en place, il y a ce qui est fondamental, ça a été dit, on ne reviendrait pas trop, c'est le conseil aux copropriétaires au travers de notre mission socle. Hein, c'est les questions juridiques, financières, tout ce que vous pouvez imaginer, bien entendu. J'y reviens pas trop. Ce sur quoi, effectivement, on a sans doute une particularité dans les Bouches-du-Rhône, mais je sais que certaines autres ADIL le font aussi, c'est le fait de se dire qu'il ne faut pas rester dans une posture attentiste et d'attendre que le copropriétaire vienne nous voir. Nous, on a décidé d'aller vers eux. Et d'aller vers eux à travers, effectivement, la mise en place d'ateliers de formation des copropriétés. Donc, vous voyez bien que c'est une attitude proactive. Et là, on va revêtir, tout à l'heure, on parlait de tiers de confiance, et bien là, on va revêtir un rôle de tiers éducatif. Hein, je crois que ça a d'ailleurs été très bien relevé dans l'étude qui a été récemment réalisée par l'ANIL. Et donc, effectivement, la prévention, hein, toujours cette prévention, elle va induire en premier lieu de sensibiliser les copropriétaires au statut de la copropriété et en les aidant évidemment à mieux appréhender les règles de fonctionnement de ce régime et de les inciter, évidemment, ça c'est essentiel, à s'impliquer davantage dans la gestion de leur immeuble. Et donc, un copropriétaire mieux informé, c'est aussi un gage d'échange plus constructif avec le syndic et les membres du conseil syndical. Et dans cette optique, effectivement, la métropole Aix-Marseille-Provence a mandaté la DIL 13 pour mettre en œuvre un programme de formation qui est destiné aux copropriétaires. Et donc, c'est un cycle en réalité de 6 ateliers. Hein. Ce sont des ateliers gratuits, des ateliers de 2 heures qui sont animés par un juriste spécialisé de la DIL. On va y aborder des choses assez classiques, mais qui sont finalement assez peu connues hein, des copropriétaires. On va parler des acteurs de la copro, des organes, du règlement de la copro, de l'Assemblée générale, des charges, des travaux. On va même aborder la question de la spécificité des petites copropriétés, puisque bien entendu, vous avez vu, hein, en lien avec le tissu des copros chez nous. Et c'est un programme, si vous voulez, il a été conçu comme une sorte de parcours de formation, même si évidemment chaque copropriétaire peut choisir de venir à telle ou telle formation, mais on voit avec la pratique que finalement, ils viennent à toutes les formations. Alors, bon, vous me croyez ou pas, mais nous sommes à guichet fermé. Honnêtement, les copropriétaires, quand on leur propose ça, ils viennent, ils sont nombreux. On l'a fait à Marseille, on l'a fait au Aubagne, on est en train de développer à Salon-de-Provence. Donc, vous voyez des communes différentes
Et au final, on voit que les copropriétaires viennent. Alors, là encore, vous allez peut-être sourire, mais ce ne sont pas essentiellement des copropriétaires aux tempes grises, hein. Et il y a aussi de jeunes copropriétaires, on a des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs. Donc on voit que quand on va vers eux, ils répondent présents. On a un slogan ici, dans les Bouches-du-Rhône, par rapport à ça. C'est qu'on dit qu'un copropriétaire formé est un copropriétaire impliqué. Et donc effectivement, ce qu'on commence à voir dans les effets de ces ateliers de formation des copropriétaires, c'est que certains syndics nous disent que ceux qui sont passés par les ateliers de formation s'impliquent plus dans les copros. On les voit davantage et plus assidus dans les assemblées de copropriétaires, on les voit davantage s'impliquer dans les conseils syndicaux. Donc vous voyez, je pense qu'il faut mettre le paquet sur cette formation des copropriétaires. Alors, évidemment, quand on s'est orienté vers les copropriétaires, on va aussi s'orienter vers la formation des acteurs de l'habitat dans le domaine de la copro. Il faut les monter en puissance, en compétences. Bon, je ne parle pas des syndics, hein, bien entendu, les syndicats professionnels leur proposent des formations. Bon, on va peut-être parfois leur proposer des choses, mais notre cible, c'est surtout, j'allais dire, les acteurs publics de la copropriété. Et là, vous voyez, depuis, on va dire, 2 bonnes années, nous sommes sollicités par des acteurs, et non les moindres. C'est la métropole Aix-Marseille-Provence avec sa direction de l'habitat ou du renouvellement urbain. Vous savez que ce sont des gens qui s'occupent des plans de sauvegarde, des OPRU, ils viennent nous demander de les former, parce qu'en fait, ils interviennent sur des champs très particuliers, mais ils n'ont pas forcément les bases de la copro. Or, comment faire pour intervenir avec pertinence sur des sujets spécifiques si on ne connaît pas l'entièreté du sujet copro? Donc là, on vient les former. Pareil, pour un acteur qu'on n'avait pas imaginé former, l'établissement public foncier régional de PACA, qui a une politique foncière d'acquisition de l'eau en copropriété. Là, ils vont aussi être associés sur 4 hors code d'intérêt national. Ils viennent voir la ville pour être formés. Donc ça, c'est un sujet. Et puis aussi, on a eu à mettre en place, au niveau de cette boîte à outils que la métropole nous a demandé de mettre en place, ce sont des diagnostics flash copro. Les diagnostics flash copro, en gros, c'est une sorte d'outil de repérage, de diagnostic des copropriétés fragiles. Et là, on peut être sollicité d'ailleurs aux différentes étapes du processus de traitement des copropriétés en difficulté. Et là, on va proposer, si vous voulez, de réaliser, on va demander à la DIP de réaliser un premier diagnostic juridique et financier. Et l'objet, ça va être de connaître avec précision le fonctionnement de la copro, tant au niveau de ses organes. Donc, on va regarder comment le syndic travaille, si le conseil syndical est impliqué, on va regarder les PV d'AG, on va regarder le budget, la trésorerie de la copro, on va regarder les postes de dépenses, le recouvrement des charges, les impayés, on va regarder la politique travaux. Et ce diagnostic va être posé avec un certain nombre de préconisations. Et donc là, évidemment, ça va éclairer la puissance publique qui va être amenée à prendre une décision sur son implication sur ces copropriétés qui sont en train de glisser. Et puis, alors certains en ont certainement entendu parler, on en a parlé aux syndicats nationaux d'immobilier, c'était la nécessité pour la collectivité ici de se doter d'outils d'observation des copropriétés. Alors évidemment, il existe, grâce à l'ANA et aux collectivités et aux agences d'urbanisme qui ont pu les prendre en charge, ou des adultes d'ailleurs, ce qu'on appelle le dispositif de veille et d'observation des copropriétés, le dispositif VOC. Nous, on s'est dit, mais bon sang, est-ce qu'on a une connaissance véritablement du niveau et de l'évolution des charges de copropriété sur notre territoire? Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer l'idée de l'expérimentation d'un observatoire des charges de copropriété. On l'a lancé en 2023. Il a été officiellement mis en place donc cette année-là. On bénéficie du suivi scientifique de l'ANIC, très important pour nous, hein, pour évidemment donner une fiabilité à nos résultats. On est financé par les services de l'État, la métropole, on a la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts, on a un accès aux annexes comptables qui constituent évidemment le budget de la copro grâce aux adhérents de la FNAIM et de l'UNIS. Et effectivement, cet outil, il va permettre de comparer les copropriétés entre elles. Hein, on est à la 2e année d'observation. Et déjà, on voit un certain nombre de résultats apparaître. C'est un outil, évidemment, qui est conçu pour répondre à plusieurs besoins. C'est une aide à la gestion pour les copropriétaires, pour les syndics.
C'est une aide à la décision pour des futurs accédants à la propriété et forcément, c'est un outil de suivi pour les décideurs publics. Et j'allais dire, pour une ADIL, c'est un outil fantastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une méthode juridico-statistique qui va allier une expertise juridique avec une analyse statistique. Et en ça, c'est vrai que quand on est une ADIL, un peu comme celle d'Alexandre d'ailleurs, qui a la chance d'avoir un pôle juridique et un pôle études, eh bien, vous allez agréger les deux compétences et pouvoir mettre ça en place. Vous en entendrez parler de cet outil, puisqu'il a vocation probablement à être déployé sur d'autres territoires expérimentaux, avec évidemment le concours de l'ANIL. La deuxième publication de l'Observatoire va être diffusée la semaine prochaine et je pense que l'ANIL pourra vous en apporter les premiers. Le relayer. Voilà. Alors, je terminerai en disant, oui. Tout comme l'a dit notre ami Alexandre, l'évolution du rôle des ADIL, ça va aller évidemment dans le rôle, dans la direction de l'accompagnement des copropriétés et notamment des petites copros. Je ne vais pas détailler parce qu'effectivement, on aura certainement affaire à ces copropriétés qui sont désorganisées, il faudra aller les soutenir. Mais je terminerai en un mot en disant que le sujet des petites copropriétés, il est présent fortement à Marseille. Et la métropole Aix-Marseille-Provence nous a confié une lettre de mission pour effectivement regarder quels pourraient être les meilleurs modes de gestion de ces petites copropriétés qui effectivement sont délaissées de façon objective d'ailleurs par les professionnels que sont les syndics. C'est pour ça que je rejoins très bien les propos de Madame Dubrac. Quand on parle effectivement de la nécessité de revisiter le contrat de syndic, il va falloir qu'on se retrousse les manches parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce qu'il faut aller, comme vous l'avez dit, sur un contrat à la carte? Est-ce qu'on est sur des contrats de syndic évolutifs? Certains parlent de cogestion. Enfin voilà, ce travail qui consiste à regarder quel mode de gestion pourrait être le meilleur pour ces petites copros, effectivement, l'ADIL des Bouches-du-Rhône y travaille et remettra un rapport public à la métropole en mars prochain. Merci de nous Thierry. parler. Donc, vous voyez la diversité, effectivement, des actions qui peuvent être portées en matière de copropriété par les ADIL. Et nous allons terminer ce tour de table avec Jean-Baptiste Moisan, qui représente l'Agence nationale de l'habitat. Donc évidemment, le regard de l'ANA, il est important, donc c'est un acteur central sur le sujet de la copropriété. Alors, comment effectivement l'ANA, on a vu, prend en compte cette problématique d'ensemble, à la fois en termes de financement, de repérage, d'accompagnement, qui vise finalement à mettre en mouvement la copropriété vers la rénovation énergétique. Et j'aimerais avoir aussi votre regard, au vu des deux présentations que vous venez d'avoir, comment effectivement les réponses qui sont aussi proposées par notre réseau, qui sont aussi matérialisées, puisqu'on a des propositions qu'on fait dans l'étude qu'on a publiée à la rentrée, comment effectivement ces propositions s'inscrivent-elles dans la politique qui est déployée par l'ANA? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation et merci de nous donner la parole. Écoutez, et merci pour les prises de parole de chacun des intervenants qui, comme vous savez, on ne présente plus l'ANA, évidemment alimente au quotidien nos réflexions sur l'ajustement en continu de nos dispositifs d'intervention. Donc moi, je voudrais tout d'abord revenir peut-être sur les outils qui sont déployés par l'ANA et par l'État vis-à-vis des copropriétés pour donner ce qui permettra de donner des éléments de réponse en tout cas aux questions qui nous sont posées très clairement. Déjà, je tiens à souligner que l'ANA elle est en constante interrogation sur son intervention vis-à-vis des copropriétés. Voilà, vous savez qu'on a un plan initiative copropriété qui est déployé depuis 2018. Ce plan initiative copro, alors très clairement, il est toujours évidemment en vigueur, mais l'objectif peut-être primordial de ce plan initiative à son origine, c'était le traitement des copropriétés dégradées et vous l'avez souligné peut-être de façon
plus importante sur les grandes copropriétés très dégradées qui malheureusement sont très présentes sur nos territoires, notamment dans les grandes villes françaises. Mais il est clair que ce plan, il a permis d'instaurer une boîte à outils qui nous semble très complète aujourd'hui d'intervention sur les copropriétés. Donc, 3 axes, un axe prévention, un axe redressement, un axe transformation. Au vu de nos échanges de cet après-midi, c'est vrai que moi, je vais plutôt vous parler de l'axe prévention et de l'axe redressement. Cette boîte à outils, elle s'adresse d'abord aux collectivités. Moi, j'insisterai sur le fait que l'ANA, un peu peut-être de façon un petit peu différente par rapport à ce qu'ont pu présenter la DIL et l'UNIS, nous, notre objectif, c'est vraiment la mise en branle d'un réseau et de pouvoir fournir à ce réseau une boîte à outils complète et qui s'adresse notamment aux collectivités territoriales pour qu'elles mettent en place effectivement les dispositifs programmés qui leur permettront très clairement de traiter la problématique de copropriété, d'accompagner les copropriétés et les copropriétaires vers une rénovation adaptée. Donc, voilà, sur la question, en tout cas, de la prévention et de l'observation, vous avez parlé des petites copropriétés. On a un vrai enjeu, et ça, on rejoint tout à fait, évidemment, les propos qui ont été tenus vis-à-vis des petites copropriétés. Et c'est vrai que ça a été, et c'est clairement aussi l'un des objets du registre national d'immatriculation des copropriétés. On est aujourd'hui à près de plus de 600 000 copropriétés qui sont enregistrées dans le registre. Sur presque effectivement 800 000 copropriétés. Donc, on a encore effectivement des progrès à faire et très probablement que ces copropriétés qui ne sont pas aujourd'hui enregistrées sont des petites copropriétés, mais très clairement. Et puis, on est sur un registre qui continue de s'améliorer au vu notamment du décret sur la loi habitat privé dégradé qui a été pris en août 2025 pour compléter effectivement les informations qui seront très utiles, notamment aux collectivités, à l'ensemble des réseaux qui interviennent sur les copropriétés pour pouvoir parfaire leurs interventions. Donc on a effectivement cet enjeu d'observation via le RNC, qui est permis aussi via Coprof, qui permet effectivement une identification des copropriétés potentiellement en difficulté, qui permettent effectivement aux acteurs locaux de pouvoir déployer des études, des observations qui permettent ensuite de déployer des actions d'accompagnement. Donc, parmi les outils importants. Sur le sujet du redressement, je tiens effectivement à revenir aussi sur l'expérimentation petite copropriété, dont vous avez parlé, Mme Conan, au début de l'intervention. C'est une expérimentation qui a presque 2 ans aujourd'hui. Donc, sur le temps, et vous êtes bien autant expert de la copropriété, voire bien davantage que moi-même, mais on sait bien que 2 ans sur le temps de la copropriété, c'est absolument, c'est très très court, mais c'est en tout cas, vous témoignez que évidemment, le sujet de la petite copropriété, comme vous l'avez dit, Madame Conan, en introduction, il est tout à fait bien identifié par l'ANA et que on est effectivement en évaluation constante aussi sur la façon dont cette expérimentation elle peut effectivement bénéficier aux petites copropriétés pour envisager voilà, peut-être d'ajuster cette expérimentation de façon à ce que on puisse mieux parfaire, en tout cas, le dispositif et l'aide qui est proposée aux petites copropriétés. Mais voilà, c'est moins de 20, pour rappel, hein, moins de 20 lots dans des dispositifs programmés. Une aide MPR CoPro qui peut s'adresser pour des copropriétés qui ne peuvent pas aller jusqu'au 35% de gain énergétique, c'est 15% de gain énergétique. Et voilà, je pense que ça permet vraiment à des copropriétés de plus faible envergure de ne pas avoir la même, vraiment un ajustement en tout cas de l'aide financière qui est adaptée aux petites copropriétés. L'objectif, il est clair. C'est effectivement d'éviter des dégradations, qu'il y ait une spirale, hein, la fameuse spirale de dégradation sur les petites copropriétés,
qui soit trop avancé et que on en vienne à une dégradation qui soit irrémédiable. Donc, on a un vrai enjeu très important, notamment sur les quartiers d'habitat anciens. Vous parliez d'îlots, etc., parce qu'en plus, quand on a cette spirale de dégradation, malheureusement, effectivement, ça a tendance à essaimer au sein d'îlots, voire de centres anciens. Donc, il est très important, effectivement, d'avoir une aide qui permette de s'adapter à ces situations-là. Donc, on a cette dynamique du pic, c'est une dynamique en évolution constante depuis 2018, avec un enjeu pour l'ANA, effectivement, de continuer à s'adapter. On était effectivement dans un premier temps plutôt sur les grandes copros. Maintenant, on a une vraie réflexion très avancée sur les petites copropriétés. Deuxième dynamique très importante dont je voulais vous parler, c'est France Rénov', c'est le service public de rénovation de l'habitat. On a aujourd'hui, un intervenant qui a évoqué les pactes. Aujourd'hui, on a la quasi-totalité de la France qui est couverte par des pactes territoriaux. Ce sont plus de 500, près de 550 pactes territoriaux au sein de la France, de la métropole qui est quasiment couverte à 100% par ces pactes, et avec ce fameux volet 3 d'accompagnement. Donc, près de la moitié des pactes territoriaux comprennent ce volet 3, et donc c'est à peu près 200 volets 3, donc d'accompagnement spécifique des copropriétés, enfin pas des copropriétés, mais en tout cas de l'ensemble des particuliers, des propriétaires, mais aussi très clairement des copropriétaires. Donc en réalité, quand on parle de diffus, c'est un terme qu'il va falloir peut-être réviser, parce que l'objectif, très clairement, c'est la couverture de l'ensemble de la France par des dispositifs qui permettent aux propriétaires, aux copropriétaires d'identifier la façon dont ils pourront être accompagnés, et les copropriétés aussi. Au sein de ces pactes territoriaux et de ces volets 3, nous en avons 200 avec des objectifs très clairs sur les copropriétés. Donc c'est vous dire que on est effectivement, l'objet, porte sur la rénovation énergétique, c'est l'objet principal du service public de la rénovation de l'habitat, mais aussi très clairement également sur les copropriétés, et forcément aussi vers les petites copropriétés, donc dont on connaît le poids effectivement au sein du nombre total des copropriétés. Vous dire aussi que ces accompagnements-là, effectivement, ils sont proposés de prime abord vers les acteurs locaux que sont les collectivités territorialement. Mais on a aussi, côté évidemment avec l'ANA, par exemple, un témoignage aussi des démarches qui sont entreprises par l'ANA, le guide la rénovation énergétique qui a été produit début 2024, guide de la rénovation énergétique pour les copropriétés, qui permet en tout cas d'accompagner et j'ai envie de dire, de compléter tout le travail qui a été très clairement illustré cet après-midi, notamment par les intervenants des ADIL, sur l'accompagnement nécessaire effectivement des copropriétaires. Mais c'est vrai que je pense que ils peuvent aussi tout à fait s'appuyer sur ce guide qui est à destination aussi des copropriétaires, pour pouvoir effectivement les sensibiliser et les acculturer à une démarche, en tout cas, pluriannuelle de réalisation de travaux de rénovation énergétique. Voilà ce que je voulais vous dire. L'objectif de l'ANA, vous l'avez compris, c'est de continuer d'impulser cette dynamique vers une rénovation de l'habitat toujours plus large de l'habitat privé, nonobstant effectivement le contexte qui n'est pas forcément simple. Toutefois, si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ce qui a été mis en place depuis un petit peu moins de 10 ans, je pense qu'il y a, en termes de dispositifs et de boîtes à outils proposées en tout cas par l'ANA, on va beaucoup plus loin que ce qui n'était fait auparavant. On est tout à fait effectivement
conscient que l'enjeu aujourd'hui, il est aussi très clairement vers les petites copropriétés, et on accompagnera évidemment toutes les réflexions qui ont été, qui ont notamment qu'ont proposé M. Papadopoulos, notamment Mme Dubrac, etc. C'est des sujets évidemment qu'on accompagnera et auprès évidemment du ministère et de nos tutelles. Voilà ce que je pouvais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, on est peut-être un petit peu pris par le temps. Simplement, voilà, dans les différentes questions, on a l'enjeu du préfinancement, mais c'est vrai que là, je vous renvoie aussi sur les différentes publications qu'on pourrait faire, ce que publie effectivement l'ANA. On a une question sur les enjeux de mobilisation des copropriétaires, c'est-à-dire que une personne effectivement qui suit le webinaire pose peut-être la question aux deux ADIL sur comment vous allez identifier ces copropriétaires, comment vous les faites venir dans vos ateliers, dans vos formations. Parole, Thierry, voilà. Sur les formations des copropriétaires, mais en fait, on a une particularité dans les Bouches-du-Rhône, probablement d'ailleurs, c'est que nous portons le guichet unique de la rénovation au sein du pacte territorial. Et de ce fait, nous sommes en contact avec tous les copropriétaires qui nous sollicitent pour tel ou tel projet. Voilà. Et donc, c'est à cette occasion qu'on leur pose la question de savoir s'ils peuvent être intéressés par nos formations, mais c'est aussi par le canal de l'ADIL en général, indépendamment de l'ECFR que nous animons, puisque bien entendu, de très très nombreux copropriétaires historiquement sollicitent l'ADIL chaque année. Vous savez, Roselyne, tu pourras le dire mieux que moi au niveau du plan national. Il y a 900 000, un peu plus de 900 000 personnes qui appellent les ADIL chaque année. La stress, c'est 25 000 et les copropriétaires, c'est un pourcentage important. Donc, on est en contact constant et quotidien avec les copropriétaires. Donc, c'est leur proposer, dès qu'ils viennent effectivement en ADIL, se renseigner sur « je veux changer de syndic, j'ai un problème, effectivement, je ne comprends pas mon décompte de charges de copropriété », ça leur dit « mais attendez, est-ce que, voilà, nous, nous organisons un atelier, est-ce que ça vous intéresse ?» Donc, c'est vrai que voilà, la proposition elle est constante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un rendez-vous, un copropriétaire qui se pose des questions, l'atelier il est proposé, ça permet justement de les faire venir avec ce premier échange, ce premier rendez-vous. Donc, nous arrivons... Oui, Thierry. Nous arrivons au terme effectivement de notre webinaire. Avant de remercier nos différents intervenants, simplement quelques mots de conclusion et surtout pour vous donner aussi envie de lire nos travaux d'études. Dans l'étude, on investigue plein de choses. Le sujet de la compréhension de l'objet copropriété qui a un impact direct sur l'implication, comme le disaient effectivement nos différents intervenants, sur la compréhension et le vote des travaux. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que cette étude, elle investigue à la fois le focus sur des bailleurs, le focus sur les primo-accédants, un focus sur les petites copropriétés. Et à la fin de l'étude, il y a justement quelques recommandations qui seraient, je dirais, indispensables à justement enclencher et on va dire accélérer la mobilisation des copropriétés sur la rénovation énergétique. Donc, je vais vous en citer quelques-unes parce que il y a plusieurs recommandations, mais c'est vrai que le sujet de la culturation des copropriétaires, il est hyper importante. Donc, imaginez une offre harmonisée de formation via le SPRH sur tous les copropriétaires. Ça serait quelque chose qui aurait vraiment un impact fort sur la compréhension, la culturation et justement qui permettrait de faire voter plus facilement les travaux. Les enjeux en direction des primo-accédants, puisqu'on rencontre énormément de personnes qui achètent un logement dans une copropriété et qui ne savent pas ce que c'est qu'un syndic de copropriété, le syndicat, le conseil syndical. Et je pense que l'enjeu, alors, est-ce que recréer une notice d'information, les droits et devoirs du copropriétaire, c'est une bonne idée? Oui. Mais par contre, il faut l'accompagner, il faut la commenter, il faut avoir les acteurs qui sont là pour justement les commenter. Mais il y a un enjeu aussi de travailler en partenariat avec les établissements financiers pour qu'ils intègrent dans leur plan de financement. Donc, on peut renvoyer sur les ADIL à ce sujet-là, mais intégrer dans le plan de financement les charges de copropriété. Et ça, c'est essentiel parce qu'il ne faut pas que ça soit une surprise au moment du premier appel de charges. Il y a des charges courantes, il y a des charges de travaux. Et puis, ça, quand on a lu ces PV d'AG,
eh ben, ce n'est pas une surprise parce que ça, on s'y est préparé. Il y a ce premier sujet, et puis il y a le sujet d'aller vers les petites copropriétés. Comme le disait Thierry, effectivement, on a des copropriétés qui s'ignorent, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en copropriété. Et on a des copropriétés qui sont là, des copropriétaires, voilà, qui ne, voilà, pas d'assemblée générale, pas de gouvernance. Et finalement, il n'y a aucun travaux qui est voté, 30, 40, 50 ans. 60 ans, là on arrive finalement sur des immeubles très anciens, avec peut-être quelquefois une priorité, non pas sur les travaux de la réno, mais au moins les travaux déjà de mise en conformité de certaines installations, l'évacuation des eaux, réfection d'une toiture pour éviter les fuites. Donc je pense que l'enjeu, nous ce qu'on identifie, c'est que des équipes mobiles petites copropriétés, avec un binôme juriste-technicien, avec cet enjeu diagnostic flash également, qui va permettre de faire l'état des lieux de la copropriété et puis de sensibiliser les copropriétaires à l'enjeu de la copropriété, à l'importance de se structurer et s'y matriculer et puis après enclencher effectivement une démarche de travaux. Donc ça, c'est un des points aussi qu'on identifie. Et puis la gestion professionnelle adaptée, comme le disait Daniel Dubrac, du contrat à la carte, imaginer voilà, une prestation, mais ne pas laisser ces petites copropriétés sans structuration et sans gouvernance. Donc voilà un petit peu, si j'espère vous avoir aussi donné envie de lire nos travaux d'études qui sont disponibles sur le site. En tous les cas, merci énormément à tous nos intervenants qui sont mobilisés aujourd'hui. Voilà, des acteurs de la copropriété qui sont là. Voilà, nous faisons tous partie d'un collectif, hein, effectivement, qui accompagne les copropriétés, alors petites ou grandes, hein, vers la rénovation énergétique. Hein, les enjeux sont différents, mais l'enjeu est le même. Hein, c'est voilà, améliorer l'habitat, veiller à ce que le confort d'usage, que la consommation énergétique gagne en qualité et qu'effectivement, on consomme un petit peu moins d'énergie. Donc, en tous les cas, je vais essayer de respecter, on a déjà largement déplacé le timing. Donc, je m'excuse effectivement auprès des personnes qui nous posent des questions auxquelles on n'a pas malheureusement pu répondre. Mais sachez que voilà, on va renouveler d'autres webinaires sur le sujet de la copropriété. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, consulter le site de l'ANIL. Et puis, encore merci à toutes et tous, à tous nos intervenants, à tous les internautes qui nous ont suivis. Et à très bientôt pour un prochain webinaire.